Bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Donc, je suis Françoise Viguier, chef de projet prévention, et ma collègue Elodie Baskov, qui s'occupe aussi du service prévention. Et notre invité aujourd'hui, Sébastien Landry, à qui je vais laisser la parole un petit peu plus tard. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'une heure sur le thème désir, sexualité et plaisir, avec l'avancée en âge, contre-vérité, mythe et tabou. Donc, cette conférence s'inscrit, vous le connaissez maintenant, sur le programme national Demain s'invente aujourd'hui, donc proposé depuis plusieurs années par notre mutuelle. Alors, ce programme, il est destiné à tous nos adhérents, âgés donc de 50 à 70 ans, et il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, pour cette édition de 2023, 21 webinaires sont à ce jour programmés. Donc, nous vous proposons différentes thématiques qui sont animées par des experts qui vous partagent bien entendu leurs conseils pratiques. On vous donne des points de repère et on essaye de faire en sorte que d'une vie active à la retraite, on soit sur une vie pleine de positivité. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien que vous avez sur la barre de conversation à votre droite ou directement sur le site Harmonie Prévention. Vous aurez une documentation en lien avec la thématique d'aujourd'hui, que vous retrouverez par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche App, en bas à droite de votre écran. Donc, pour le bon déroulement de cette séance, vous l'avez vu, vos micros et vos caméras sont coupés, mais vous n'hésitez pas à poster vos commentaires, à effectuer dans la barre de chat tous vos questionnements. On y répondra à la fin de cette présentation. Et nous allons laisser la parole à Sébastien Landry, qui est sexologue clinicien, à qui je vais laisser le soin de parler du sujet qui nous concerne aujourd'hui, sachant que Sébastien collabore avec nous depuis déjà pas mal d'années sur différents sujets. Donc, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous et à toutes une agréable rencontre. À vous, Sébastien. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, Sébastien Landry, donc sexologue clinicien. Je vais vous faire un petit topo sur vraiment la sexualité, les problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Hein, ça reste assez général, mais je vais essayer d'apporter un maximum de connaissances sur le sujet. Alors, déjà, pour commencer, la sexualité, elle s'arrête pas. Enfin, si on a envie, elle s'arrête, bien entendu, mais il faut savoir qu'il n'y a pas une date. Je dis toujours, moi, il n'y a pas une date, on n'est pas de péremption sur le plaisir et le désir. Mais par contre, c'est vrai qu'avec l'âge, on peut avoir des petites problématiques physiques, physiologiques, des fois même psychologiques, qui vont affecter la sexualité. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais on n'a pas une obligation si on veut continuer. Moi, j'ai beaucoup de patients, des fois, qui me disent « Ah là, mais… » j'ai peut-être passé l'âge, etc. Mais non, il n'y a pas d'âge pour le plaisir, donc il ne faut pas hésiter. C'est par contre un sujet qui est encore un peu tabou, mine de rien. La sexualité, en règle générale, est tabou, mais la sexualité avec l'âge l'est encore un peu plus. Pourtant, il n'y a pas d'âge, ni pour l'amour, ni pour la sexualité. Donc, il faut qu'on arrête avec ces tabous et il faut qu'on commence à s'intéresser à la sexualité de tout le monde et surtout à la santé sexuelle de tout le monde. Donc, là, c'est pas très très joli ce petit schéma, mais l'idée c'est de vous montrer que la sexualité, il y a 3 grandes phases. Alors il y en a 4 avec la résolution, mais la résolution avec l'âge, ça change pas grand-chose, si ce n'est que c'est une phase qui va être plus longue quand même. Donc on a le désir sexuel. Le désir, c'est quoi? C'est à la fois composé de la libido. Ça, la libido, vous en entendez tous parler. On fait que les magazines pour l'été, booster votre libido, etc. Ce qui est complètement faux en fait, parce que la libido, elle est purement liée aux hormones sexuelles. Testostérone, œstrogène, progestérone. Je ne vais pas me shooter en hormones comme ça pour booster une libido.
Donc, la libido, des fois, elle va chuter, notamment chez les femmes à la ménopause, les hommes avec l'andropause, elle va diminuer. Je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, il y a une composante dans le désir qu'on appelle le désir sexuel qui, lui, est psychologique. C'est-à-dire que c'est l'attrait qu'on a pour la sexualité, le plaisir qu'on peut prendre dans une sexualité. Et ça, c'est une dimension psychologique, ça se travaille, ça peut se stimuler, je vous en parlerai dans cette conférence. C'est important d'avoir un désir pour passer à la phase d'excitation. La phase d'excitation, c'est quoi? C'est une érection et une lubrification, aussi bien chez l'homme comme chez la femme. Mais c'est vrai que l'homme fait beaucoup avec son érection, pour le rapport sexuel, notamment à base de pénétration, et la femme avec sa lubrification vaginale. C'est des mécanismes qui ne disparaissent pas, mais qui peuvent être fortement ralentis avec l'âge. Et des fois, s'il n'y a pas de pathologie associée, s'il n'y a pas de problématique de santé, c'est simplement que ces dimensions vont mettre plus de temps. C'est-à-dire, je suis excité dans ma tête, mais en bas, il faut du temps pour que ça réagisse. Donc, il faut prendre son temps. Après, on peut avoir des problématiques directement liées sur la fonction érectile et la lubrification vaginale. Et ça, je vais vous en parler aussi pour vous donner les petites astuces. Et puis après, il y a généralement le rapport sexuel. Et ce que l'on vise, quoi? C'est l'orgasme. L'orgasme, c'est le désir maximal que l'on peut atteindre. Il faut savoir que même si on arrivait à atteindre l'orgasme quand on était plus jeune, et ben avec l'âge, des fois, le corps change, les sensations changent et l'orgasme est plus difficile à atteindre lors des rapports sexuels. Un conseil, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, n'hésitez pas à redécouvrir votre corps. La masturbation peut être un outil intéressant pour retrouver la façon dont j'arrive à prendre du plaisir et à me donner un orgasme pour après le partager à deux. Donc, c'est un petit peu ce qui est visé dans la sexualité. Et puis après, il y a cette résolution. Cette résolution, c'est le retour au calme. La seule chose que ça change, notamment chez les hommes, c'est qu'on a une zone réfractaire qui va se développer. C'est quoi la zone réfractaire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une érection tout de suite après une éjaculation. Des fois, ça peut même aller jusqu'à 24 heures et des fois même un peu plus longtemps. C'est vraiment ce qui va jouer. Mais sinon, on va s'intéresser vraiment à ces 3 degrés qui sont le désir, l'excitation et l'orgasme. Donc, quand même, ce qui est important, c'est de voir que la sexualité doit rester quelque chose de plaisant. C'est plutôt ça. Moi, ce soleil, j'aime bien. C'est-à-dire que la sexualité, c'est pas uniquement une pénétration, c'est pas uniquement un coït. Ça peut être vraiment des sentiments, des affects, l'intimité, l'amitié également en fait partie. Et la communication a une place centrale dans la sexualité. Donc, n'oubliez surtout pas, je vais en reparler beaucoup dans cette conférence, sur la place qui est importante de la communication au sein du couple. Parce que votre sexualité, elle peut être altérée, elle peut être modifiée, mais si vous n'en parlez pas à votre partenaire, ça peut être plus compliqué pour résoudre ces problèmes. Donc, n'hésitez pas surtout à en parler, c'est très très important, la communication a une place centrale. On a quelques idées reçues, enfin quand je dis quelques idées reçues, j'ai envie de dire on en a des tonnes. Je ne vais pas en mettre tout ce que je peux, parce que là sinon on y passe 2 heures. Mais on a cette idée que la sexualité serait réservée à la jeunesse. Alors ça, c'est une bêtise. Peut-être que les jeunes, et encore, même aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que la sexualité chez les jeunes, c'est pas folklore, c'est pas le top du top, n'ont pas une sexualité très, très épanouissante. Donc même la fréquence, c'est pas eux qui aujourd'hui, en un temps donné, ont le plus de sexualité. Donc, dire qu'ils ont le monopole, c'est faux. La ménopause met fin à la sexualité, c'est faux. Donne des difficultés à des formes de sexualité, par exemple à une pénétration, oui, mais trouver du plaisir sexuel, c'est pas uniquement par la pénétration. Donc, ça n'empêche pas d'avoir du plaisir sexuel, donc d'avoir une sexualité. Avec l'âge, on n'a plus envie de sexe, c'est une bêtise. Ça peut, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que je ne force personne à avoir des rapports sexuels, il ne manquerait plus que ça, mais par contre, ce n'est pas une obligation qu'on n'ait plus d'envie et qu'on ne doit plus avoir envie de sexe, d'accord? Donc ça, c'est chacun comme il le désire. Sans érection, il n'y a pas de sexualité, ça c'est faux. Ce qui compte dans la sexualité, c'est le plaisir sexuel. Je peux vous assurer qu'on peut prendre du plaisir même sans érection pour les hommes. Et si on se focalise sur le plaisir, sur l'écoute, sur le partage, on peut avoir une sexualité super épanouissante, même sans pénétration, même sans érection. Et le désir amoureux disparaît avec l'âge, c'est faux. Les affects ne sont pas altérés avec l'âge. On a besoin d'autres, de personnes, de contacts, de passer du temps avec les gens. Les sentiments sont importants, donc ils ne sont pas altérés.
Le coup de foudre, il est possible à tout âge. Chez les seniors aussi, on s'est intéressé un petit peu à ça. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas retomber amoureux après? En fait, on peut, il n'y a pas de souci. On peut retomber même amoureux de son propre conjoint ou conjointe, de sa conjointe. On peut vraiment accentuer les sentiments que l'on a et on peut tomber amoureux d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ça, c'est vraiment des tabous. C'est de se dire que bah non, c'est bon, ma vie est derrière moi. Mais non, pas du tout. Il y a quelques enquêtes qui ont été faites, des études aussi, alors plus hors France, parce que nous, on a un peu de mal, pour l'instant, ça se développe un peu, ça va venir, mais on a un petit peu plus de mal. Mais on se rend compte que, voilà, sur cette étude-là, par exemple, qui est anglaise, 34% des seniors estiment leur vie sexuelle s'est améliorée depuis qu'ils ont 60 ans. Je dis pas que c'est la majorité, bien entendu, mais quand même, quand on voit améliorer, c'est-à-dire quand j'entends des gens qui disent oh bah avec l'âge, la sexualité elle disparaît, et que quand je regarde des études comme ça où je vois que la sexualité peut même s'améliorer, bah, qui a raison? Bah, je pense que c'est le deuxième cas. Bien sûr que la sexualité peut s'améliorer et peut être conservée tout au long de la vie. Par contre, oui, c'est vrai que on peut avoir après 60 ans des soucis. Alors je dis 60 ans, ça peut être 50, hein, on ne se bloque pas sur l'âge, hein. Mais on peut avoir des soucis, des troubles de l'érection, des sécheresses vaginales chez les femmes qui peuvent rendre la sexualité compliquée, douloureuse. Tout ça, on va le voir, il y a des solutions. On ne va pas vous laisser avec ces problématiques si elles viennent impacter votre sexualité, bien entendu. Donc, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, qui ne sont pas systématiques, mais qu'on peut rencontrer? Le niveau du seuil d'excitation, ça, par contre, il va ralentir chez tout le monde. C'est-à-dire qu'entre je suis excité dans la tête, j'ai envie d'un moment d'intimité, et la réaction physiologique, c'est-à-dire érection et lubrification, ça va mettre du temps. Comme l'orgasme peut mettre beaucoup plus de temps à arriver, et comme enchaîner sur 2 orgasmes, par exemple, pour un homme, ça peut être plus compliqué avec l'âge. Ça, c'est vrai. Donc, un conseil, on communique, on prend son temps, hein. Vous êtes à la retraite, même si, non, je ne vais pas dire que vous avez du temps parce que, oh là 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 là, les retraités, j'ai pas envie d'être à la retraite parce que quand je vois tous les retraités sont plus débordés que nous qui sommes au travail. Donc, je sais que le temps, vous ne l'avez pas forcément, mais quand vous avez un moment d'intimité, prenez le temps pour que votre corps ait le temps de réagir et de s'adapter. C'est normal, c'est ralenti avec l'âge, ça c'est sûr. Donc, prenez ce temps pour que le plaisir puisse être de la partie, c'est quand même plus sympa. Après, on a des problématiques, je vais être honnête. On a des diminutions de cette libido, je vous l'ai dit, après une ménopause, les hormones sexuelles ayant disparu ou fortement diminué, bah, le vagin qui aime bien les hormones sexuelles la libido qui est boostée par les hormones sexuelles va disparaître ou diminuer. L'intérêt pour la sexualité peut diminuer aussi, mais je vais pouvoir le booster, ça. Les sécheresses vaginales peuvent être fréquentes parce que le vagin aime bien les hormones sexuelles et là, il n'y en a plus. Ces sécheresses vaginales peuvent donner des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs à la pénétration. Donc, on va voir ce qu'on peut proposer pour tout ça. Le corps a changé, altération des sensations, atteinte de l'image corporelle. Et puis, cette incontinence urinaire, on n'en parle pas assez, ça c'est très tabou, moi je vais vous en parler. Après, on verra, parce que homme comme femme, on peut être embêté par ça et ça peut polluer la sexualité. Donc, on va voir ce qu'il faut faire. Et le vagin, c'est vrai qu'il aime bien... il aime bien les hormones sexuelles et il subit des modifications, donc il peut y avoir un retard à l'excitation, des difficultés à lubrifier, des douleurs qui peuvent être présentes et des difficultés à atteindre l'orgasme, ça c'est vrai. Donc il va falloir régler ces problématiques quand elles sont présentes. Pour les sécheresses vaginales, commencez toujours par un hydratant longue durée non hormonal. Il y en a qui fonctionnent bien, vous allez en pharmacie, vous demandez un hydratant, pas un lubrifiant. Alors des fois, ils vont vous le vendre, ils peuvent faire les deux. Bon, c'est jamais des bons lubrifiants. Quand il y a écrit hydratant ou lubrifiant, c'est que c'est un hydratant. Mais ils essayent de le vendre comme un lubrifiant pour faire un peu plus d'argent, mais c'est un hydratant. C'est une crème de jour pour vagin. On met bien de la crème de jour pour le visage parce qu'on a la peau sèche, le vagin c'est pareil. Donc une petite noisette le matin, hop, et puis dans la journée en marchant ça va s'étaler, ça va empêcher les sécheresses vaginales. C'est pas miraculeux, c'est pas des médicaments, il n'y a pas d'hormones, il n'y a rien. Si vraiment ça fonctionne pas, mais d'abord essayez ça sur plusieurs semaines, à quelques mois,
pour voir si l'hydratation revient. Et si pour les rapports sexuels c'est compliqué, utiliser des huiles Velleda pour muqueuse, c'est très bien. L'huile de coco par exemple, ça peut aussi être bien pour les rapports sexuels, ça va permettre d'éviter les douleurs liées aux sécheresses vaginales. Mais c'est important d'hydrater son vagin en continu. Donc ça, l'hydratation est importante. Si vraiment ça fonctionne pas, parce que vous pouvez avoir une pathologie associée, j'ai mis l'exemple d'un cancer par exemple, on peut utiliser des hormones à condition, quand on est en cas de cancer, d'utiliser de la colpotrophine sous forme d'ovule ou de crème directement utilisable dans le vagin. On n'a pas de contre-indication avec les hormonothérapies pour les traitements de cancer, par exemple. Et puis, si on n'en a pas de cancer, on peut utiliser les traitements substitutifs hormonaux qu'on donne quand la ménopause est trop compliquée. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment des aides qu'on va déjà avoir. D'abord, je préfère conseiller le non hormonal, qui est beaucoup plus proche du naturel. Et après, on utilisera les hormones si besoin. Ça, c'est des médicaments, il faudra une prescription médicale. Si ça suffit toujours pas, ou si on se dit, bah là, moi j'ai des problèmes parce que j'ai ma vulve, elle est très, très douloureuse, très affaiblie, très amincie. Il y a les injections d'acide hyaluronique. On va injecter de l'acide hyaluronique directement dans la vulve et le vagin pour redonner du volume et une lubrification. Ça marche plutôt bien. Le souci, c'est que oui, il n'y a pas de prise en charge sécu, donc ça coûte assez cher. Il faut compter entre 100 et 120 euros à chaque fois par injection. Et là, c'est une forme inerte, donc il faut considérer que tous les 9 mois, il faudra refaire une injection si on veut garder l'efficacité. Donc ça, c'est embêtant. Il y a pas de prise en charge sécu. C'est vrai que je comprends que ça soit difficile pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas se permettre ça, mais ça fonctionne plutôt bien. Ça va régénérer les vagins, leur donner du volume et une lubrification vaginale plutôt naturelle après, du coup. Si on est embêté, on veut un truc définitif, on a l'hypofilling, on peut faire en chirurgie. Mais là, ça reste une chirurgie esthétique, donc non pris en charge par la sécurité sociale, excepté dans les cas pour des femmes qui ont eu des accouchements avec épisiotomie. S'il y a une cicatrice au niveau du périnée, juste en bas, au niveau du vestibule vulvaire, il y a une cotation sécu pour avoir ce type de chirurgie pris en charge à 100%, mais c'est le seul cas. Là, on va venir vous prendre de la graisse, la centrifuger et l'injecter directement dans la vulve et le vagin pour redonner du volume, un pouvoir hydratant et redonner une lubrification vaginale. Ça marche plutôt bien, ce type de chirurgie réparatrice. Vous voyez, on a des choses, mais bon, ça demande quand même un investissement. Et puis là, c'est quand même pas anodin. On a les traitements au laser qu'on essaye de faire rembourser, qui aujourd'hui ne le sont pas, pour essayer de régénérer le vagin de l'intérieur, pour essayer d'enlever les couches de cellules épithéliales très sèches, pour aller en chercher des plus jeunes et relancer la production de collagène pour retrouver une lubrification vaginale. Donc, c'est des traitements qui fonctionnent bien. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui ont eu des traitements au laser, mais ça demande un investissement financier parce qu'on est aux alentours de 300 euros la séance et qu'il faut en compter plusieurs pour une efficacité. Plus il y a de sécheresse, plus il faudra de séances. Donc, ça peut très vite monter en prix. Nous, on essaye de le faire rembourser dans les cas de pathologies chroniques déjà, parce que voilà, on sait que les pathologies chroniques engendrent des sécheresses. Donc, on a envie d'aider quand même un maximum les patients. Le même principe de la radiofréquence, sauf qu'on n'entre pas dans le vagin, on le fait à l'entrée du vagin, et ça monte un petit peu en température, mais l'objectif est quasiment identique par rapport au laser. Donc, notre objectif, il est là, de redonner une lubrification vaginale à la femme pour retrouver un confort, notamment dans les rapports sexuels à base de pénétration. Chez l'homme maintenant. Chez l'homme, on a quoi? On a également des problématiques qui vont apparaître, des problématiques liées à l'andropause, liées à une baisse de libido, des dysfonctions érectiles, des érections qui sont plus présentes, l'atteinte de l'image corporelle, une phase réfractaire plus longue, ça on n'y peut rien, ça on ne pourra rien faire sur ça, et de l'incontinence urinaire. Donc comme chez la femme, on a des problématiques d'incontinence, on va voir tout à l'heure les petits conseils que je vous donne pour ça, qui sont vraiment importants à faire parce que ça pollue ça pollue le quotidien, mais ça pollue également la sexualité. Donc pour l'homme, on a beaucoup de solutions. Les IPDE5, Viagra, Cialis, Levitra, la petite pilule bleue, si vous voulez, ça c'est pas pris en charge par la Sécu, et ça ne fonctionnera uniquement que si vous avez une érection naturelle. C'est-à-dire, vous êtes un homme, vous avez une érection, mais quand vous essayez d'avoir un rapport sexuel où vous bougez un peu, l'érection, elle s'en va, parce que
l'érection est de faible qualité. Le comprimé va alors fonctionner, donner une meilleure érection et la maintenir. Mais s'il n'y a pas d'érection naturelle, le comprimé ne sert strictement à rien. Donc, faire attention à ça. C'est pas miraculeux. Par contre, on a des choses remboursées qui sont ici les injections intracaverneuses, les piqûres dans le pénis. On le prescrit beaucoup en cas de pathologie, là où il n'y a plus d'érection possible naturellement. Donc là, on va la forcer. On a le gel intra-urétral également qui est pris en charge, qui est de la même façon. Après, on a des solutions mécaniques, c'est-à-dire le vacuum, qui est la pompe ici, qui va créer une érection. Donc, on met la pompe, on aspire l'air autour du pénis, le sang va partir du corps, va venir dans la verge et on met un petit garrot. Donc, pas plus de 30 minutes quand même, c'est un garrot. Mais on a une érection qui est là, qui est faite de façon mécanique, sans aucun médicament. Et dans les cas d'échec de toutes les autres solutions, on peut utiliser la prothèse pénienne. Donc là, c'est une chirurgie qui est prise en charge à 100% par la sécurité sociale, où on va remplacer les corps caverneux du pénis. On va mettre des cylindres, un ballonnet de liquide dans le bassin, une petite pompe dans le scrotum au niveau des testicules. Et quand on va activer cette petite pompe, on va faire venir le liquide dans les corps caverneux pour créer une érection mécanique. Au niveau de la sensation, c'est identique. Le rapport sexuel dans la sensation sera identique et vous aurez des érections purement mécaniques. C'est pas une chirurgie fréquente. En France, on estime qu'on est à 700 poses de prothèses péniennes par an. D'accord? C'est pas énorme. Mais c'est des solutions qui sont intéressantes et qui fonctionnent plutôt bien. Donc voilà, chez l'homme, on a quand même, vous voyez, pas mal de solutions pour la fonction érectile. Mais je dis bien, là, je fais le mécanicien, là, je parle de répondre à des problèmes mécaniques, mais c'est pas ça qui va améliorer forcément toute la sexualité. Mais c'est important de se dire qu'un homme qui a plus ses érections et qui veut les retrouver, on a des solutions, d'accord? Jusqu'à une chirurgie définitive s'il le faut, mais on a des solutions. L'incontinence urinaire, vous voyez, ça touche beaucoup de personnes, c'est très tabou. Une femme sur 3 après 35 ans, un homme sur 5 après 45 ans, et pourtant on n'en parle jamais. Et ça, c'est pas normal. Les signes qui montrent qu'il y a une faiblesse du plancher pelvien, c'est incontinence à l'effort physique, quand on tousse, quand on rigole, quand on porte une charge lourde et qu'il y a des gouttes d'urine qui partent. Et ce qu'on parle encore moins, c'est l'incontinence coïtale dans la sexualité, uriner pendant le rapport sexuel, perte de confiance en soi, diminution du désir sexuel, perte du plaisir sexuel également, parce que forcément, quand les urines sont là, c'est compliqué dans la sexualité. Donc, ça va impacter la sexualité. Il y a des solutions. Déjà, des petits conseils. Videz votre vessie avant un rapport sexuel. Alors, il y a des gens qui me disent « Ah bah, c'est pas glamour d'aller aux toilettes avant un rapport. » Je dis « Bah, vaut mieux y aller avant le rapport que d'avoir des fuites pendant le rapport sexuel. » D'accord ? Évitez les boissons alcoolisées, thé, café qui augmentent le travail de la vessie. Travaillez le plancher pelvien, donc on va le voir, je vais vous conseiller des exercices. Et puis, essayez de changer les positions. Les positions où on va être le corps l'un contre l'autre, où on va comprimer la vessie, ça risque de faire des incontinences, des fuites urinaires. Et surtout, surtout, parlez-en à votre médecin. Votre médecin, il pourra vous prescrire la rééducation périnéale. Parce que pour ça, la toute première des solutions, c'est la rééducation du périnée. Femmes comme hommes. Messieurs, si vous ne le savez pas, vous avez un périnée, comme les femmes. Le périnée, c'est un ensemble de 3 muscles qui vont permettre de maintenir les organes à l'intérieur du corps et d'aider dans la continence. Et dans la femme, le périnée va être important dans le plaisir sexuel, notamment lors de pénétration. Et chez l'homme, le périnée est important dans la qualité de l'érection. Si j'ai un périnée déconditionné, je peux avoir des incontinences, moins de sensations lors des rapports sexuels si je suis une femme. Et si je suis un homme, plus d'érections ou des érections qui ne permettent pas la pénétration ou des érections qui ne tiennent pas toute la durée du rapport sexuel. Donc, il y a un intérêt énorme à la rééducation du périnée. Elle se fait par sage-femme ou par kinésithérapeute spécialisé, d'accord, en rééducation périnéale. Pour les hommes, c'est que les kinés. Pour les femmes, elles ont le choix entre sage-femme et kiné. Il faut également donner des exercices spécifiques. Il y a les exercices de Kegel qui sont des exercices très intéressants. Kegel, c'est K-E-G-E-L. Vous tapez exercice de Kegel pour périnée, homme ou femme, et vous en avez plein à faire chez vous. Les exercices, l'activité physique adaptée qu'on voit de plus en plus en soins, c'est intéressant aussi, yoga, pilates, etc. Ça travaille la musculature profonde, mais il faudra coupler à des exercices plus spécifiques qui sont les exercices de Kegel.
Sinon, bien entendu, là je vous ai parlé d'un point de vue purement mécanique. Mais la sexualité ne se résume pas et ne s'arrête pas à quelque chose de mécanique. Il y a un besoin affectif important et je pense qu'avec l'âge, la sexualité a une résonance émotionnelle très importante et on doit développer ça. Prendre du plaisir dans le contact physique, les liens affectifs, d'être avec l'autre, c'est un plaisir qu'il faut investir, très important également, et pas être centré que sur une recherche de jouissance sexuelle pure. Parce que sinon, on peut être déçu. Que si on investit beaucoup le côté affectif, eh ben, on peut prendre beaucoup de plaisir dans ce partage et aussi un plaisir sexuel qui peut arriver derrière. Donc ça, c'est important quand même. Ne soyez pas obnubilés que par du physique. Mais c'est pas de notre faute non plus et d'autres fautes, hein. C'est-à-dire qu'on en parle, on voit que ça, hein. La sexualité a une connotation de performance énorme, hein, de plus en plus, et ça nous déstabilise et ça enlève le principal qui est le plaisir. Quelques témoignages que je vous ai mis, hein. Ce n'est pas vrai que la libido s'arrête à la ménopause, hein. Quand elle parle de libido, elle veut dire désir sexuel. J'ai 73 ans avec mon mari, cela continue à faire partie de notre vie. J'ai 93 ans, j'ai toujours des besoins physiques que je satisfais moi-même, alors que je n'aurais pas osé avant. C'est-à-dire que la masturbation, même si on n'a jamais testé, il n'y a pas d'âge pour tester. Si on n'aime pas, on ne fait pas. Si on aime, eh ben c'est parti, on se fait plaisir. J'ai 82 ans, je suis veuve et les rapports me manquent terriblement, mais quand j'ai essayé d'en parler à mes enfants, ils ont trouvé ça déplacé. Alors, c'est vrai. Souvent, les enfants, c'est comme quand on est enfant, on n'avait pas envie d'en parler à nos parents. C'est pas les meilleures images qu'on aime avoir en tête. Autant en parler à des amis ou des professionnels, n'hésitez pas, mais c'est vrai que les enfants, c'est pas. Il y en a qui en parlent très bien en famille, hein, ça, aucun souci, mais il y en a, c'est plus compliqué. Donc la libido des seniors, le désir sexuel, si vous voulez, est toujours présent. Mais c'est tabou. Et on n'ose pas souvent en parler. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce que il ne faut pas hésiter à en parler. Déjà d'en parler, ça fait du bien, et puis de comprendre ce qui se passe, comprendre où il y a des difficultés, etc. Comprendre qu'on ait besoin d'affectivité, de sexualité, ben c'est important. Donc. Et n'hésitez pas à en parler. Plus vous en parlerez, plus les gens vont comprendre. Voilà. Les gens ont la tête dure, hein. Faut marteler un peu pour que ça rentre. Donc, bien sûr, le vieillissement, déjà, je vous l'ai dit, apporte peu de changements. Il en apporte quand même. Mais vraiment, ce qui est compliqué, et là, c'est vrai, c'est le vieillissement pathologique, les pathologies associées au vieillissement, les pathologies chroniques, les démences, etc., qui altèrent fortement la sexualité. Et ça, je ne vais pas dire le contraire, je ne vais pas le nier. Donc, c'est vrai qu'on a notamment les pathologies chroniques, toutes pathologies chroniques, ne serait-ce que les diabètes, cholestérol, les choses fréquentes, hein, hypertension et tout, qui impactent l'organisme, mais qui ne polluent pas non plus la vie de façon, pas le diabète, hein, mais je veux dire une hypertension artérielle, ça peut se gérer plutôt bien. Pas dans tous les cas, mais il y a plein de cas où ça se gère bien, mais ça impacte la sexualité. Les sécheresses vaginales, dyspareunie, diminution de la libido, dysfonction érectile également, tout ça, ça va être potentialisé par la pathologie chronique. Donc l'âge plus la pathologie chronique, ça va faire vraiment plus de dégâts sur la fonction sexuelle. Et donc c'est pour ça que tous les conseils que je vous ai donnés avant, toutes les solutions médicamenteuses qui existent, il faut les investir pour pouvoir essayer de se sortir de ça. On a des couples qui sont bien préservés, qui préservent une sexualité au sein du couple. C'est la bonne relation, la bonne implication qu'on a au sein de notre propre couple. La communication est centrale. C'est important de dire ce que l'on aime, ce que l'on n'aime plus, parce qu'on peut changer avec l'âge. Plus on communique, plus on s'adapte, plus on est capable de rebondir et de ne pas être dans le tabou, d'être dans la compréhension de l'autre, plus on va conserver une vie sexuelle intime, développée. L'image de soi et la capacité d'intimité.
plus on est capable d'avoir une image positive de soi-même, plus ça va aider dans la sexualité, parce que c'est important de s'aimer soi-même et de se sentir aimé. Donc vous voyez, ça c'est des choses qui sont des bons indicateurs d'une sexualité conservée. Quand on se parle pas dans le couple, quand on se fait des réflexions, qu'on n'a plus de petite attention, ça peut impacter la sexualité, parce que ça donne pas envie d'avoir un moment de partage intime avec quelqu'un qui nous regarde plus, qui nous fait plus de compliments, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Parlez-en. Sans être dans une critique, de dire moi aujourd'hui, tu vois, j'ai besoin que tu me regardes, j'ai besoin qu'on parle, j'ai besoin de tendresse. Vraiment plus qu'avant encore peut-être, mais là j'en ai besoin. Le lien social, c'est vrai que c'est prouvé dans le bien vieillir. Les gens qui ont des activités extérieures, qui ont une vie sociale développée, conservent une sexualité plus importante. C'est prouvé aussi parce que ça va dans le bien vieillir. Et puis bien sûr, une bonne santé. Parce que la santé, elle est primordiale. Quand la santé n'est plus là, eh bien, la sexualité peut passer à un plan plus éloigné derrière, parce que la santé reste primordiale. Donc, du coup, c'est vrai que ça affecte forcément la vie intime et sexuelle. Quelques conseils. Prenez votre temps, je vous l'ai dit. Plus vous prendrez votre temps, plus vous verrez que des fois, la lubrification chez les femmes va s'activer, l'érection va s'activer avec le temps. Au début, elle n'était pas là lors des premiers rapprochements, puis tout d'un coup, ça fait 5-10 minutes qu'on se caresse, qu'on se touche, qu'on prend du plaisir, et tout d'un coup, ça s'active. Donc, il faut vraiment être de ce côté-là, du côté du temps, du côté de essayer de compenser par l'excitation psychique dans la tête, le manque d'excitation physiologique, parce que les hormones sont plus là ou ont fortement diminué. Moins quantitatif, plus qualitatif. Ce n'est pas de la performance, ce n'est pas un nombre de positions à faire, ce n'est pas une durée à tenir. Prenez votre temps, plus dans le on est ensemble, on partage, de la tendresse, de la fusion, plutôt que et un nombre de positions, et plus vite, et plus fort. On n'est pas des machines, on se détend, on partage un bon moment ensemble. Donc, on prend du temps, d'accord, et on s'écoute, très important. Après, quelques petits conseils encore sur comment on pourrait orienter. Alors ça, c'est des conseils. Si vous n'aimez pas ou si l'idée n'est pas là, ne me dites pas, l'autre, il nous a dit, il faut que je teste ce soir. Non, c'est que des pistes, comme ça, de petits conseils qui pourraient vous aider. Orienter son ou sa partenaire. C'est-à-dire, c'est pas évident de lancer le sujet, de se dire, surtout si on est un vieux couple, qu'on n'a jamais abordé la sexualité, comment aujourd'hui je peux en parler. Moi, des fois, je donne des conseils. Si les gens n'arrivent pas à parler, l'écrit, ça peut être pas mal. Peut-être écrire une petite lettre, on le met sur la table, on s'en va. Comme ça, il a le temps de lire, hop, et puis on a le temps de réfléchir, et après, on verra s'il y a une réponse ou s'il y a une communication. Mais des fois, c'est plus simple. L'écrit, ça peut être une solution, ou alors, ceux qui sont capables, vous en parler directement. Parlez de vos envies, de ce que vous aimez plus, de ce que vous aimez. C'est pas parce que vous avez une vie sexuelle identique pendant des années, qui était satisfaisante il y a 10, 15, 20 ans, qu'aujourd'hui elle l'est. Donc, on ne dit pas « Ah j'aime pas ça, j'aime pas ce que tu me fais, etc. » Parce que tu vas se dire « Ça fait 20 ans que je te fais ça. » Après, il va se remettre en question. Non, mais on peut dire « Aujourd'hui, j'ai changé. C'est-à-dire qu'avant, j'aimais vraiment ça. Moi, aujourd'hui, maintenant, c'est plus aussi agréable qu'avant. Est-ce que toi, c'est toujours agréable? Est-ce que tu veux pas qu'on hésite qu'on essaye de changer, pardon. » Guidez l'autre. Prenez sa main, montrez-lui comment vous aimez être caressé, touché, etc. On ne peut pas tout deviner. On essaye. Mais si on est guidé, c'est quand même plus facile. Donc, n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à partager ces moments-là, à guider l'autre. Et ça, on oriente, en fait, son ou sa partenaire. Faut s'abandonner, le lâcher prise. Vous allez vous dire, il est mignon lui avec son lâcher prise. Oui, c'est sûr, c'est facile à dire, ça, difficile à faire. Mais il faut se laisser aller sur le moment, pas réfléchir. La liste de courses, on la fait pas pendant le rapport sexuel, on la fera après. On n'est pas à 5 minutes. Pour rester dans ce que vous êtes. Alors, il y en a qui n'y arrivent pas, c'est vrai. Il y a des gens qui, la tête, ça tourne toujours, ils n'arrivent pas à déconnecter. Et il y a des techniques, peut-être de la relaxation, de l'hypnose, de la sophrologie, des massages.
essayez ce qui peut fonctionner pour vous. Regardez sur Internet, il y a des sur YouTube, vous tapez relaxation, essayez de suivre les conseils, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça marchera pas, mais essayez. Hein. Sinon, si vous faites rien, ben, il n'y aura pas ce lâcher prise. S'il n'y a pas de lâcher prise et que vous êtes là pendant le rapport sexuel, bon, allez, encore 5 minutes et puis c'est bon, on arrête. Hein, allez, vivement de tout à l'heure, ben, c'est sûr qu'il n'y aura pas de plaisir. On peut pas. Donc, non. On se laisse aller, on s'abandonne, et si on n'y arrive pas, on apprend. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Vive le moment présent. On est concentré sur ce qu'on fait. Hein. On verra après les autres problématiques ou les autres choses à faire dans la journée. Il faut absolument laisser et les soucis de côté et les tâches qu'on a à faire de côté. On est pour un moment d'intimité à deux. Plus rien ne compte que l'autre et soi-même, et on prend du plaisir un maximum ensemble. Donc, laissez les tracas, les soucis de côté pour pouvoir profiter de cet instant. Ne vous interdisez pas de fantasmer. On se connaît par cœur, on s'aime, mais on s'excite un petit peu moins parce qu'on a l'habitude. Notre tête, elle peut partir où on veut, on peut céder, ce qu'on se fait dans la tête, ça reste pour nous, ça stimule, d'accord, hein. La petite photo, elle est sympa, on voit bien, chacun trouve son excitation là où il le veut. Mais c'est important parce que ça permet d'amener un lâcher-prise, de se concentrer sur de la sexualité, de ne pas penser à autre chose et d'accentuer le moment plaisant que l'on passe par les sensations. Les sensations vont prendre le plaisir perçu, ressenti, et la tête va accentuer ce plaisir avec la fantasmatique et la sexualité qui va être dans la tête. Donc n'hésitez pas, c'est pas trompé, c'est pas mal. On a tous fantasmé, on fantasme tous, on a tous commencé notre sexualité avec des fantasmes, donc ça fait partie intégrante du mécanisme de la sexualité. Si on ne fantasme plus, je vais vous donner des petits conseils après pour rebooster cette fantasmatique, parce que si elle a disparu, c'est vrai que c'est difficile d'aller vers la sexualité. Le fantasme, c'est un petit peu le bois dans la cheminée. C'est-à-dire que c'est lui qui nourrit le feu, c'est lui qui nourrit la flamme, c'est lui qui nourrit l'excitation. S'il n'y a pas le fantasme, il n'y a pas de flamme. C'est simple. Il n'y a pas de bûche, il n'y a pas de flamme. Donc il faut nourrir ce fantasme, il faut aller me le chercher. Et s'il est caché loin, on va aller le chercher, on va aller le sortir de sous les cartons. Pour ça, il y a des petites techniques assez simples. Réinventer sa sexualité, être audacieux. Changer de lieu. On n'est pas obligé de faire ça dans une supermarché ou sur la place centrale du village ou de la ville. Non, on n'est peut-être pas exagéré. Mais entre faire ça à l'extérieur dans un lieu public et, par exemple, faire ça sous la douche, sur le canapé, à l'hôtel, vous voyez, des petites choses sympas qui brisent un peu la routine. La routine, ça impacte la sexualité. Quand on sait exactement tout ce qui va se passer, à quel moment ça va se produire, tout ce qui va se faire dans le rapport sexuel, c'est vrai que c'est moins glamour, c'est moins excitant. La nouveauté, c'est excitant. D'accord ? Donc, on peut, ne serait-ce que par changer le lieu, changer la façon de faire. Changer l'horaire aussi, changer le jour des fois. Il y a des personnes un petit peu trop routiniers. C'est toujours le même jour à la même heure. Je dis pas, c'est pas une critique. Si ça fonctionne pour les deux membres du couple, c'est parfait. Si on trouve que non, un des deux n'est pas satisfait, il faut en parler à l'autre pour essayer de briser un peu cette routine. Improvisez-vous masseur. C'est agréable le contact physique, le toucher. Si on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Forcez pas non plus. Mais généralement, c'est agréable. On aime bien être touché. Alors, on fait un massage. D'abord, on n'attend pas, on n'est pas dans je vais tout de suite, je te touche un peu les épaules et je suis descendu, je suis en bas et on attaque. Non, on prend son temps, on fait un véritable massage, on prend le temps de prendre du plaisir dans le contact physique, d'en toucher l'autre, je prends du plaisir à te toucher, tu reçois du plaisir à être touché et on laisse aller. Et après, ça va donner des petites envies. Mais on les connaît tous ces masseurs rapides. Tu veux un massage ? Je vais te faire un massage. 2 minutes et puis après, bing, on attaque les choses sérieuses.
on se détend, on fait un vrai massage. Et après, on voit où ça nous amène. Pourquoi pas inventer un scénario? Alors, si on n'a pas d'imagination, il y a des scénarios tout tracés sur Internet. Vous tapez scénario sexuel, pimenter son couple, des petites idées. Hein. On peut faire comme si on ne se connaissait pas, petit dîner en tête-à-tête, on se découvre. Enfin, il y a des jeux. Alors, si vous avez des difficultés avec ça, ne le faites pas. Mais si vous aimez bien ça, vous êtes capable d'imaginer beaucoup de choses, faites-vous plaisir, c'est sympathique. Hein. Vous pouvez faire le plombier qui arrive, hein, le facteur, j'en sais rien, des petits jeux, voilà, des choses comme ça. Ça peut être sympa, ça peut briser la routine, ça crée un petit lien, ça crée de la connivence sur l'intimité, on peut rigoler, jouer avec ça, et puis hop, ça amène à des moments de plaisir et de partage. Tous les couples là, pourraient faire ça, devraient même de faire ces petits jeux. Hein, c'est pas réservé à l'avancée en âge. Hein. Il y a plein de couples chez les jeunes, je recommande des choses comme ça parce que on s'oublie. Hein. On a l'impression que le couple est acquis. Quand on s'est séduit, on a fait des mains et des pieds des fois. C'est voilà, les petits cadeaux, les petites attentions, les petits mots doux, la petite tendresse, tout ça, tout ce qu'on a fait. Puis maintenant, c'est allez hop, hein, au lit, on y va. Parce qu'on se connaît trop. Et le couple n'est pas acquis. Cherchez-vous tranquillement. Continuez à vous surprendre. C'est important. Ça dynamise beaucoup de choses. On néglige pas la sexualité sans pénétration. Voire même, moi, je la trouve vraiment hyper intéressante, voire fondamentale. C'est fou qu'on ait conditionné toute notre sexualité sur de la pénétration. On a quand même, quand on y réfléchit bien, fait tourner toute la sexualité sur des choses qu'on ne contrôle pas. Personne ne peut contrôler son érection. Aucun homme. Aucun homme, si je dis érection, ça m'étonnerait que là, il y en ait qui me disent si, moi c'est bon, c'est fait, ça y est. Non, ça vient pas comme ça. Si je dis aux femmes lubrification, c'est pareil. Il y en a aucun qui va me dire c'est bon. Non, ça marche pas comme ça. Et on a tourné, notamment chez les hétérosexuels, toute la sexualité sur la pénétration. Donc, on comprend maintenant pourquoi il peut y avoir beaucoup de problématiques autour de la sexualité. Alors que nos comportements, nos mains, notre bouche, nos mouvements, tout ça, on les contrôle. Donc ça, on peut se donner du plaisir par d'autres mouvements, par d'autres caresses, par des façons d'embrasser, tout ce que vous voulez. Donc la sexualité sans pénétration, moi, je la recommande plus. Parce que souvent, on l'a vu, c'est des femmes qui peuvent avoir des douleurs lors des pénétrations dues aux sécheresses vaginales. Et on peut avoir des hommes qui ont des difficultés à avoir des érections. Donc, si on tourne la sexualité autour de la pénétration, on peut créer des problématiques et on peut créer la difficulté face au rapport intime. Si on l'enlève, pas forcément à chaque rapport, mais si vous l'enlevez pour des rapports sexuels, vous allez vous rendre compte que c'est possible d'avoir beaucoup de plaisir et qu'il n'y a plus de problème en fait. Parce que le problème, on l'a mis de côté. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire à chaque fois, je vous dis juste, pourquoi pas essayer. Essayez cette façon de faire, voir ce que ça donne. Et si c'est plaisant, vous pouvez l'investir encore plus. Creuser de ce côté-là, aller chercher une autre forme, une autre façon de faire l'amour. Il faut essayer. Pourquoi pas les sextoys? C'est pas que pour les femmes, c'est pas que pour les jeunes. On a une augmentation des ventes de sextoys de façon exponentielle depuis ces dernières années. C'est un autre moyen de se procurer du plaisir, ça change, d'accord? Si vous aimez pas ça, le faites pas, bien entendu. Mais si vous êtes curieux ou curieuse, testez. Ça mange pas de pain. Hein. On en commande si on veut pas aller dans un sex shop, on va sur Internet, on commande. Voilà. On peut faire un très beau cadeau de Noël. Bon, après, attention, si on ouvre ce cadeau de Noël devant tout le monde, c'est peut-être plus dans l'intimité, mais ça fait un bon cadeau. Voilà. Faut essayer des choses, il y a des choses super sympas. N'hésitez pas. Et puis si vous aimez pas, voilà, hop, si vous avez essayé, c'est mis de côté. Si vous n'avez pas envie, vous testez pas. Mais voilà, n'hésitez pas, seul ou à deux. Hein. C'est des pratiques qu'on peut avoir lors des masturbations ou des rapports sexuels, des jeux qu'on peut utiliser comme ça, des jouets. N'oubliez pas donc la masturbation.
Si c'est trop tabou, si c'est trop compliqué pour vous, le faites pas, hein. Je force personne à se masturber. Si par contre c'est un plaisir, bah, c'est dommage de s'en priver. Ouais, je veux dire, on peut se masturber à deux aussi, hein, en se regardant, en étant l'un à côté de l'autre, ou le faire chacun de son côté. Ça permet de booster cette libido, enfin ce désir sexuel, pardon. Hein, elle permet de développer les fantasmes, parce que lors de la masturbation, il y a la création de fantasmes qui va être là. Il y a l'excitation, surtout si je regarde l'autre le faire, etc. Ça booste ce désir sexuel. N'hésitez pas, ne vous privez pas de plaisir possible. N'allez pas vous en... parce que vous allez dire, on est en couple, je vais pas me masturber. Ou moi, je vois des gens qui viennent me voir, qui me disent, bah ouais, j'ai plus moins de désir sexuel, on fait moins l'amour, ça m'embête pour mon partenaire ou ma partenaire. Et moi, je questionne la masturbation. Il y en a qui me disent, bah non, je le fais pas parce que quand ça m'arrive, je culpabilise, je me dis, bah non, je vais quand même pas me masturber, alors qu'on n'a pas de rapport sexuel. Bah, je dis, c'est dommage. Si l'envie, elle est là, il y a une pulsion qui est là. S'il y a recours à la masturbation, satisfaction, plaisir, la tête va renvoyer des pulsions. Si au contraire, il y a une pulsion qui arrive, ah non, non, je vais pas me masturber, je vais quand même pas faire ça, parce qu'on n'a pas de rapport, bah votre tête, elle veut vous pas, elle ne vous, oh pardon, excusez-moi, la journée est longue. La tête ne vous veut pas de mal. Elle va donc arrêter ses pulsions. Elle va plus vous en envoyer. Et à côté, vous allez voir un sexologue pour essayer de booster ça. Ben, c'est dommage, hein. Peut-être que la masturbation, le fait de se donner du plaisir seul, peut restimuler l'envie après d'avoir des rapports sexuels à deux. D'accord? Ne culpabilisez surtout pas. D'accord? Écoutez-vous, faites-vous du bien et voilà, quoi. Et après, on voit où ça amène. Communiquer. La communication, elle est centrale au sein d'un couple. Elle est fondamentale. N'ayez pas de honte. Respectez la vision de l'autre, même si c'est pas la vôtre. Écoutez ce qui peut être dit. Donnez un peu de votre temps, de l'écoute, du partage. C'est hyper important. Ça va vraiment pouvoir guider, en fait, passer au-dessus de problèmes, s'il y a des problématiques qui sont présentes, essayer de trouver des solutions et permettre aussi de déculpabiliser quand il y a des problèmes ou des moins d'envie qui est présent. Donc, n'hésitez pas, c'est très important. Je vous disais tout à l'heure, je vous dis, ça se booste le désir sexuel. Oui, ça se booste. C'est-à-dire que la libido, désir sexuel, désir amoureux qui sont différents, on va le travailler différemment. Donc le libido, je ne vais pas faire grand-chose, c'est les hormones. Vous avez compris, je ne vais pas vous donner comme ça des hormones n'importe comment. Le désir amoureux, je peux aimer quelqu'un sans avoir envie de sexe. Ça, on est d'accord. Mais le désir sexuel, pour le booster, moi, je vous recommande pas forcément la pornographie parce que ça fait consommer, le cerveau ne travaille pas. Par contre, les lectures érotiques, les scénarios vécus, surtout les lectures, ou l'audio, les audios sexuels, ça peut vous booster. S'il y a une envie de masturbation, allez-y, ça va booster aussi cette libido, ce désir sexuel. Si vraiment vous avez fait ça, qu'il n'y a rien du tout, qu'il y a un blocage, vous ne comprenez pas, allez voir un sexologue pour une thérapie, pour vous aider à passer, en fait, à trouver ce blocage et à trouver des solutions. Mais normalement, quand on lit des lectures érotiques, vous tapez sur Google lecture érotique pour hommes, si vous êtes un homme, lecture érotique pour femmes, et il y en a plein. Trouvez des choses qui vous plaisent et ça doit vous exciter ou créer des petits titillements, ça doit vraiment vous intéresser. Si au contraire, ça fait ni chaud ni froid, alors pas forcément à la première lecture, il faut insister, faites-en plusieurs, quelques jours d'affilée. S'il ne se produit rien, c'est qu'il y a peut-être un blocage du désir sexuel, de la sexualité. Et là, il faudra peut-être aller voir un professionnel pour essayer de débloquer ça. Sinon, si ça débloque, si ça vous booste, eh ben allez-y. Hein, continuez. Ça permet vraiment de relancer le désir sexuel, la fantasmatique, donc les flammes. Et après, il y aura l'excitation pour aller vers votre partenaire. Pour retrouver aussi une sexualité, si on l'a mise de côté, si vraiment, pensez que ça veut pas forcément, la sexualité veut pas dire pénétration. Donc, faut pas se focaliser sur cette idée-là, faut pas se mettre des angoisses, des peurs d'avoir mal, des peurs d'échouer. Enlevez ça. Tous les moments de tendresse sont importants. Caresses, câlins, baisers, massages, tout ça, c'est super, super important pour la sexualité. Le dialogue au sein du couple, un pilier, vraiment un véritable pilier
dans votre sexualité. Et j'ai envie aussi de vous dire qu'il n'y a pas une forme de sexualité, il n'y a que des sexualités. J'ai même envie de dire qu'il y a quasiment autant de sexualités qu'il existe de couples. Ce qui fonctionne avec des personnes ne fonctionnera pas avec d'autres. Si je ne communique pas, je ne peux pas savoir ce qui donne du plaisir à ma partenaire ou mon partenaire. Si je ne communique pas, je ne peux pas dire aujourd'hui dans quel état d'esprit, dans ce que j'aimerais tester, dans ce que je n'aime plus, etc. Donc, tout ça, et ne culpabilisez pas. Si vous essayez, si vous communiquez, si vous partagez des moments d'intimité, vous faites tout pour votre couple, ne culpabilisez pas. Après, c'est vrai que c'est compliqué pour les gens qui sont bloqués, renfermés dans des stéréotypes et pour qui la sexualité ne doit pas évoluer avec le temps, qui veulent une sexualité de jeune, de performante, pénétrante. Et ben ouais, là, ça peut être complexe et là, je suis pas sûr qu'on puisse complètement vous donner, vous apporter des solutions pour retrouver cette forme de sexualité. On fera le nécessaire, on pourra essayer, mais je vous garantis rien. Par contre, arriver vers une sexualité plaisante, si vous avez cette ouverture face au champ de la sexualité, c'est envisageable de prendre du plaisir, de retrouver du plaisir sexuel et de vivre de très bons moments. Voilà ce que je voulais vous dire. Je garde du temps exprès pour les questions. Des passages, j'ai été vite parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je vous laisse également mes coordonnées. Ça ne me dérange pas du tout d'être contacté par mail, sur les réseaux si vous voulez. Vous pouvez voir tout ce que je fais. Et puis, je vous ai mis quelques livres que j'ai écrits là, qui sont accessibles partout, pour avoir des réponses sur des sujets qui peuvent vous intéresser. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a eu beaucoup de réactions. En tout cas, tout le monde est unanime en disant merci pour votre partage et puis votre franc-parler sans tabou et aussi avec de l'humour et en tout cas sans tabou. Donc c'est très apprécié. Je me permets de souligner ça. On avait quelques petites questions. Je reprends un peu au fil de l'eau. Une personne, je n'ai pas noté le nom, me demandait si on peut parler d'incontinence urinaire lorsqu'on a des fuites uniquement pendant les séances de sport. Oui, c'est le début. Ça montre que le périnée est en train de lâcher un peu. Donc là, ça, c'est vraiment typiquement lié au périnée. Donc là, n'hésitez pas à faire une rééducation périnéale pour éradiquer ce problème-là, pour ne pas être embêté après, parce que ça va forcément s'accentuer avec le temps. Donc oui, on est dans le premier signe d'incontinence urinaire, typiquement lié à un impact sur les muscles du périnée. Merci. Une autre question, je pense que c'était un monsieur qui l'avait posée. Les maladies chroniques des voies respiratoires peuvent-elles avoir un impact? Alors, je pense que c'était sur l'érection, je ne me rappelle plus trop du moment posé. Si oui, lequel et comment l'amoindrir? Si en tout cas la personne se reconnaît dans la question, ouais. N'hésitez pas. Les pathologies chroniques, des choses à rajouter sur cette question. Les pathologies chroniques, oui, toutes peuvent avoir un impact parce qu'on donne des traitements en plus et les traitements médicamenteux ont un impact sur la sexualité. Et en fait, les pathologies chroniques au niveau des voies respiratoires, comme on a une difficulté à avoir d'une oxygénation pour les muscles, pour le cerveau, le corps va prioriser. Donc, comme la sexualité n'est pas vitale, je ne dis pas qu'il n'y en a pas pour qui ils ne disent pas, moi c'est hyper important, mais ce n'est pas vital. Donc si il faut de l'oxygène et que les corps caverneux pour fonctionner du pénis ont besoin d'oxygène, si le cerveau manque d'oxygène ou les organes vitaux manquent d'oxygène, le corps n'enverra pas de sang dans la verge, donc on aura des dysfonctions érectiles. Donc, ça impacte la sexualité. Là, il faut vraiment consulter un sexologue pour savoir quelles sont les problématiques et ils peuvent vous renvoyer après vers les bons professionnels parce que ça peut être des troubles après cardiovasculaires, ça peut être des problèmes purement mécaniques de la sexualité, ça peut être musculaire, etc. Donc, le sexologue fait souvent un bon bilan, vous donnera des conseils et vous redirigera si besoin. Merci. Alors, j'avais juste de le voir dans le film. Je reviens sur la rééducation périnéale, savoir si vous pouvez préciser par rapport à la méthode. Je pense que ça faisait écho à votre réponse et je l'ai lu seulement après. Pardon, excusez-moi, ça a juste coupé sur quoi? La rééducation périnéale, la méthode, si vous pouvez préciser. Alors, soit pour la rééducation périnéale, soit vous allez voir
un kinésithérapeute, vous demandez à votre médecin, il faut une prescription pour être pris en charge. Soit un kinésithérapeute spécialisé en rééducation périnéale, donc là, vous le voyez, c'est écrit vous allez sur Doctolib, vous tapez rééducation périnéale, soit les sages-femmes. Ça, c'est pour faire avec sonde par des professionnels. Quand l'incontinence est légère, notamment pour la personne qui disait au sport. Là, je vous recommande d'aller sur Internet, vous tapez exercice de Kegel, K-E-G-E-L. C'est pour périnée. Si vous êtes une femme, vous mettez pour femme. Si vous êtes un homme, pour homme. Et vous avez des batteries d'exercices à faire chez vous. Si ça suffit, si l'incontinence, l'effort physique disparaît, tant mieux, ça a fonctionné. Si ça ne donne rien, il faudra faire une rééducation périnéale par sage-femme ou kinésithérapeute. Merci. Ça a répondu à la question. Je réponds en même temps sur le replay qui vous sera adressé directement dès la fin de ce webinaire, donc ça sera en automatique. Il y avait une dernière question, je crois, Elodie, concernant les couples qui se créent en EHPAD et les relations sexuelles qu'ils peuvent y avoir. Oui. Donc, quel est votre regard par rapport à ça? Eh ben, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est les institutions qui sont pas forcément au clair avec ça. La loi nous dit bien qu'on ne peut pas empêcher des gens d'avoir un épanouissement dans leur vie intime et sexuelle, qu'on doit tout faire même pour aider les personnes. Donc, quand on a des gens qui se rencontrent en EHPAD, en théorie, on leur garde leur chambre individuelle parce qu'ils ont le droit de se séparer, mais que s'ils ont envie de vivre ensemble, et on adapte une chambre avec un lit double, on doit faire le nécessaire pour que la vie de couple soit possible en institution. Le problème, c'est que vous avez des institutions qui vont dire bah non, pas du tout, c'est interdit, alors que c'est faux. Et puis il y en a d'autres, et ben les professionnels sont ouverts et on va pouvoir tout mettre en place, mais il faut un maximum. Tout faire, c'est un lieu de vie, l'EHPAD, donc pour que les gens puissent avoir une vie intime sexuelle épanouissante, même en cas de démence. La seule chose qu'on vérifiera, c'est que les membres du couple sont bien consentants, les deux. Parce que des fois, en cas d'altération, avec une démence importante, type Alzheimer, des fois, la personne peut être perdue. Est-ce qu'elle est bien consentante? Mais à partir du moment où on est sûr qu'elle est consentante, on doit laisser avoir une vie intime et sexuelle épanouissante pour les gens. Mais merci beaucoup Sébastien pour toutes ces réponses. Je vois que vous avez fait l'unanimité quand on lit le chat concernant donc votre approche, le fait de faire tomber tous ces tabous et mauvaises habitudes que l'on aurait pu les uns et les autres prendre sur ce sujet. En tout cas, à l'unanimité, les personnes sont satisfaites de toutes vos réponses. Merci. Donc, merci beaucoup pour cette nous allons la clore. Merci pour la participation de tous ceux qui étaient derrière l'écran et qui ont participé aux échanges en amenant leurs commentaires propres. Pour ce webinaire, il y a un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir y répondre. Comme ça, ça nous permettra d'adapter au mieux nos rencontres à vos besoins futurs. Le lien d'inscription aussi pour les prochaines conférences est disponible dans le fil de discussion. Le replay, on en a parlé, il sera disponible dès la fin de cette rencontre où vous allez chacun d'entre vous le recevoir. Et je vous rappelle également que la documentation en lien avec la thématique d'aujourd'hui est directement des touches que vous avez en bas à droite de votre écran. Donc, merci à vous tous, merci Elodie, merci Sébastien et merci à vous tous et toutes de vous être connectés pour cette rencontre très importante pour chacun d'entre nous. Merci, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à vous, bonne soirée.